Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 40e épisode du Space Cake. C'est la rentrée, c'est septembre, du coup on va reprendre doucement, on va dire, notre programme habituel. Et comme c'est la première semaine, c'est sujets et questions libres. Donc on n'a pas trop de sujets pour l'instant, mais on va improviser ça au fur et à mesure. On rentre de Riga, donc du coup on a peut-être deux, trois trucs à dire qu'on a appris là-bas. Et puis voilà, hein. Alors, C'était quoi la question sur les drive chains? c'était juste, les gens parlent Est-ce- beaucoup de drive chain, parlez-en. Ah, Grosso modo. ok. Bon, il n'y a pas de token. Bah, il y en aura, mais c'est pas le sujet des VIP. Ouais, bah il y a t'as juste un token qui va ancrer sa valeur enfin qui va fixer sa valeur par rapport à Bitcoin quoi. C'est globalement ça le principe. Bon, après, ils en feront d'autres. Si, enfin, j'imagine, si ça passe. Mais bon, ça passera pas là, visiblement. Ah bah non, c'est pas vraiment parti pour là. C'est plutôt Moi, je parti t'ai. enfin celle qui passerait ce serait plutôt du genre CTV quoi. Et CTV permettrait les drive chains, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait, comment il s'appelle, Rupsen, qui avait fait sur la mailing list. Il avait expliqué un mécanisme pour le faire avec CTV. Et il y avait eu aussi justement le mec qui pousse CTV, je me rappelle plus comment il s'appelle. Jérémy Rubin. Ouais, voilà, lui qui avait fait un autre mail pour expliquer comment on pouvait faire des drive chains avec Apo. Ouais, Donc c'est un truc peut-être qui qu'on les aura s'appelle quand même. Spookchain, je crois. C'est un Peut-être. truc qui s'appelle Spookchain, mais en fait, je sais pas pour Ah oui, CTV. oui. Ouais, c'est ça. En fait, après Spookchain, le but c'était pas quand il a fait les Spookchain, le but était pas de dire que comment. Le but était de montrer que en fait, il y a plein de gens qui se disaient que les covenants récursifs c'était dangereux, mais qui étaient prêts à accepter Apo. Et en fait, le but de la Spookchain, c'est de montrer qu'on peut faire un genre de covenant récursif avec Apo. Donc, en fait, il y a une contradiction entre le fait de dire je suis contre les covenants récursifs et en même temps je suis pour any prevote. Donc, c'était ça, c'était juste ça. En fait, en pratique, après, enfin, c'est pas que c'est infaisable, mais en pratique, c'est pas du tout pratique, quoi. Ça, Je crois que j'ai dit une bêtise avec CTV. Là, j'ai ressorti le mail. En fait, c'est juste, il expliquait comment faire du BMM, du Blind Merge Mining ouais. avec CTV, mais ça parle pas du tout APEG. Donc, je sais pas Ouais, si. voilà, c'est ça. J'étais un peu plus surpris pour CTV parce qu'en fait, CTV permet pas de faire des covenants récursifs. Donc après, on expliquera peut-être un peu plus en détail lorsqu'on fera un Space Cake Covenant qui devrait pas tarder à arriver. On expliquera peut-être un peu plus en détail pourquoi, mais en fait, CTV ne permet pas de faire un covenant qui réapplique des covenants de manière complètement incontrôlée, on va dire. Et la raison est que CTV ne permet, enfin, globalement CTV calcule un hash de transaction et vérifie que ce hash il match le hash qui est donné dans le script. Et le truc, c'est que le hash qu'on calcule, il couvre toutes les sorties. Et donc, on ne peut pas faire un script qui s'auto-réfère. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un script qui parle de son propre script dans ses sorties. Et c'est possible que si on s'autorise à ne pas forcer des covenants sur toutes les sorties, si on s'autorise à ne forcer que sur certaines sorties mais pas toutes, et le problème c'est que CTV est fait pour empêcher ça.
Et donc CTV commit sur toutes les sorties. Donc en fait, CTV, ça veut dire que CTV, quand tu fais une transaction, quand tu fais des chaînes de covenant avec CTV, il faut que tu prévois à l'avance tous les covenants qui peuvent éventuellement sortir de ce covenant CTV que tu as créé. Tu peux pas faire une chaîne illimitée. Tu es obligé de prévoir à l'avance tous les cas différents et donc t'as un nombre de cas limité. Ouais, apparemment, Fiat fait dit que c'était impossible de faire avec Apo et Sisu et DriveChain. Ouais, Apo, théoriquement, ce serait possible, mais c'est vraiment un exercice théorique. J'ai pas cherché à regarder exactement ce qui se passait, mais ça sent vraiment des trucs complètement tarabiscotés dans tous les sens qui permettent pas vraiment en pratique de faire ça, quoi. Mais ouais, c'est parce que j'en ai rediscuté avec Salvatore. Et Salvatore, c'est pareil, il est bien du genre à dire que Apo, justement, les gens sont pas contre, mais en fait permet de faire des covenants qui sont récursifs. Et en fait, Salvatore, lui, il avait proposé Math, Merkleize All the Tree, all the Thing, là. Dans Merkleize All the Thing, ça peut faire des covenants récursifs. Et donc, il y a comme pas mal de gens lui disent, ouais, mais ça fait des covenants récursifs, c'est pas bien. Bah, il essaie de dire que non, c'est pas un problème, quoi. Mais pour faire une sidechain avec des covenants, il faut forcément des covenants récursifs. Sinon, on peut pas on peut pas forcer les nouvelles règles sur la sidechain s'il n'y a pas de récursivité d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, DriveChain, c'est encore différent parce que c'est des covenants vachement particuliers puisque c'est basé sur le hash rate, mais du coup, dans DriveChain, on prévoit pas à l'avance tout ce qui va se passer sur la DriveChain, quoi. Donc c'est d'une certaine façon, c'est récursif, quoi. Enfin, ça a besoin d'être récursif. Après, à quoi bon essayer de faire des DriveChain avec CTV et Apo, quoi. Franchement, on est bien sans. Bah, en soi, moi perso, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le fait de pouvoir forcer de nouvelles règles sur des outils EXO. Et ça peut être notamment intéressant pour des trucs du type automatique marquer, enfin des genres pool de liquidité sur RGB ou des choses comme ça, quoi. Parce qu'un gros problème de toutes ces choses-là, c'est que euh, la pool de liquidité, on est obligé de la mettre dans un multisig si on veut qu'elle soit gérée, entre guillemets, comme il faut. Et ça peut être assez compliqué sinon, quoi. Après, peut-être qu'il y a moyen de faire avec un système à la Arc, de refaire une pool de liquidité sur RGB, je sais pas. Enfin, enfin, clairement, ce qui est central pour que RGB soit adopté, c'est qu'il y ait en gros un stablecoin dessus, qu'il y ait un genre de DEX qui soit notamment basé sur des pools de liquidité. Et dans ce cas-là, tu vas avoir des gens qui vont commencer à l'utiliser pour faire leur trading, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir à faire cette pool de liquidité qui est un genre de multisig chelou, mais qui ressemble vachement à une sidechain, en fait, d'une certaine façon. Donc, je sais pas. Ouais, ouais, pourquoi pas. Après, c'est pour le trading contre des stablecoins, hein. Je veux dire, c'est pour les gens qui ont envie de s'amuser à jouer les variations. Et puis bon, après, il y a les gens qui veulent utiliser des stablecoins pour faire leur paiement aussi. Donc, voilà, hein. Enfin, Tether, c'est quand même le plus gros truc qui marche. Donc, bon. Et d'ailleurs, en parlant d'RGB, ils ont enfin release en stable. C'est Ouais, plus en bêta officiellement depuis hier, il me semble. Parce que ça faisait suffisamment longtemps que la 0.10, c'est-à-dire la dernière version avec des breaking change, est sortie. Ça doit faire 5-6 mois. Et ils considèrent ça comme stable maintenant et utilisable sur mainnet. Donc, bonne nouvelle. Et il y a Bitmask, tout ça, qui ont aussi sorti leur vraie bêta, mais ça, donc
Va falloir qu'on reteste ça bientôt. Ouais, faut qu'on reteste ça. Si tu pars en Toscane pour faire tout un workshop là-dessus, tu pourras nous dire, mais ouais, c'est grave stylé, c'est cool, ça avance, au moins. Bon, après, Maxime, il est reparti aller coder d'autres trucs, là. On a vu qu'il était reparti coder des ZMQ différemment encore, mais ça, on l'arrête jamais. Ah bah Ah ouais, ouais, il les a codés pour les utiliser, quoi. ouais. C'est comme son truc avec le réacteur pattern, là. Il reparlait de ça sur le Telegram Rust and Bitcoin, là. Il reparlait du fait que lui, il veut pas utiliser de Rust asynchrone. Ah Voilà. ouais. Ouais, bah, c'est Mais il plutôt fait comment radical, le mec. il fait comment son asynchrone? Bah ouais, c'est ça. Comment tu fais une requête, en fait? C'est ça. Mais Bref. surtout, quel est le. Enfin, je veux dire, pourquoi s'interdire d'utiliser du reste asynchrone en fait? C'est quoi le délire? Je pense son point, c'est de dire que, en fait, le problème de l'asynchrone, c'est que quand tu commences à l'utiliser, il pullule partout dans ton code. Forcément. C'est le principe. Euh, et que quand tu commences à faire du coup des librairies en asynchrone, tu forces les gens à utiliser de l'asynchrone. Mais lorsque tu utilises de l'asynchrone, il y a un moment, va falloir l'exécuter. Les futurs de Rust, il va falloir les exécuter. Donc, du coup, va falloir un runtime. Et donc, du coup, ça met un runtime sur Rust. Alors que les runtime, bah, c'est bien quand il y en a pas aussi. Et voilà. Et donc, en gros, il a dit, ouais, globalement, la seule utilité de la synchrone, c'est de faire autre chose pendant qu'on fait des IO. Mais est-ce vraiment, voilà, est-ce vraiment utile au fond? Est-ce qu'on pourrait pas bloquer le thread plutôt? Enfin, voilà. Donc, il a fait tout un truc et il y a déjà assez longtemps, je pense, il y a un an, il avait fait une lib qui s'appelle Reactor où ça utilise un truc qui s'appelle le réacteur pattern. Alors je connais pas exactement, je suis pas ingénieur informaticien, hein, mais c'est un genre de truc qui te permet de gérer en synchrone des IO quoi, des connexions et tout. Et bon, il y a quand même des gens qui lui ont dit sur le Telegram que bon, c'est cool, mais il se prive quand même de la totalité des librairies web, ce qui est quand même pas dingue. Enfin, j'aime bien Maxime parce que c'est vraiment. La dernière fois, je disais ça pour déconner, mais en fait, c'est vraiment sa philosophie de code, c'est prendre la voie toujours la plus hardcore pour résoudre un problème, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Même parfois sans aucune raison. Enfin, t'as l'impression que la seule raison, c'est juste parce que c'est hardcore. Ouais, je pense que c'est qu'ils trouvent ça plus élégant et puis après c'est pas parce que c'est élégant que c'est facile à mettre en place en pratique et puis après ils se retrouvent à passer énormément de temps sur des trucs. Puis pendant ce temps, tout le monde attend RGB. Pendant ce temps, tout le monde attend le stablecoin RGB et voilà. Ah, putain, il y a vraiment besoin de quelqu'un pour l'encadrer, quoi, parce que si tu le laisses tout seul, ça va Ouais, vraiment, bah normalement il y a Olga, il se quoi. barre vraiment aux couilles. Normalement. Ouais, normalement il y a Olga. Ouais. Elle y arrive Ouais, pas non, mais trop, Olga. Olga, elle n'est pas, je pense pas, enfin, du peu que je la connais, je pense pas qu'Olga soit beaucoup mieux cadrée, en fait, que Maxime, c'est ça le problème. Oh, pas quand Écoute, même. Quand même un minimum. un peu quand même, un peu quand même, mais ouais. Bref. Donc voilà. Donc, mais c'est bien que ce soit stable maintenant. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser en se disant que ça va pas changer. On va pouvoir retester ça. Ça va être cool. Ouais, moi, le TC sur le mainnet, je suis vite fait chaud quand même. Non, Mais non, oui, on va non. se refaire ça Sur un rec test. là bientôt. Non, Signet. Ouais, Sur un net. Signet. Il a sorti RGB 21 aussi ou que 20? Ah, J'ai je pas sais vu. pas. Hmm, je me C'est demande. important ça aussi. Hein. Non pas que je veuille faire des NFT sur RGB, hein, juste pour savoir. Moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce qu'il a fait RGB 23 là, le truc sur les identités aussi, les identités décentralisées. Bah, vu que c'est un truc qui kiffe, il y a moyen qu'il le fasse vite s'il l'a pas encore fait. Parce que en vrai, j'ai quand même vachement envie de foutre mes clés PGP là-dessus, ce serait quand même pas mal. Donc Ça pourrait être bien stylé, ouais. ah ouais, ce serait vraiment super d'avoir un truc un peu intégré à PGP.
Globalement, l'idée basiquement, c'est que la clé PGP, elle est entre guillemets tokenisée. Elle est mise dans en fait, je crée un genre de jeton qui représente mon identité et j'y attache ma clé PGP. Et en fait, ce qui est super chiant dans PGP, c'est que euh, ça arrive qu'on perde nos clés ou nos clés, elles peuvent, enfin, on peut mettre normalement, il faudrait idéalement mettre des expirations sur les clés PGP parce que euh, on peut la perdre et si on la perd, il vaut mieux que les gens n'arrêtent de l'utiliser. Mais bon, enfin, on va pas se le cacher, c'est un mécanisme tout pourri globalement, c'est tout pourri, tout nul. Et donc l'idée c'est de mettre la clé PGP donc dans une identité en utilisant RGB, déclarer publiquement mon identité, l'identité en question sur le net, quoi. En gros, attacher ma réputation à cette clé, à cette identité. Et les gens, ils sauront que il faut plus utiliser ma clé PGP si l'UTXO à laquelle j'ai attaché ma clé PGP via RGB est dépensée. Et si elle est dépensée, ça veut dire qu'il y a une autre UTXO à laquelle est attachée mon identité. Et donc, si on revient sur mes réseaux sociaux ou enfin en tout cas les moyens de me contacter. Si on voit que j'ai dit bon bah j'ai changé de clé PGP, ma nouvelle clé PGP c'est celle-là, et que en plus je montre les données du stash de RGB, donc c'est-à-dire les données qui sont censées rester privées, mais que là je révèle pour que tout le monde voit que j'ai transféré mon identité justement. Et ben tout le monde va pouvoir vérifier qu'effectivement l'UTXO qui contenait ma clé a été dépensé et elle redirige vers une nouvelle UTXO qui est bien celle que j'ai déclarée sur mes sites web, etc. pour dire quelle clé utiliser maintenant que l'ancienne est compromise. Donc c'est très pratique pour faire ce qu'on appelle de la rotation de clés parce que c'est quand même très très pénible de se dire bon bah ma clé PGP là soit je la mets dans une carte, mais du coup, je peux pas vraiment la backup. Soit je la mets sur mon ordi, mais du coup, elle peut être un peu compromise, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais refaire ça assez rapidement. Si ça pouvait sortir, ce serait bien. Voilà. Ça serait bien sympathique. Après, d'ici à ce que ce soit intégré dans les trucs, dans Bah, les ça apps, sera, ça, ça bonne ça chance. sera jamais intégré à PGP, c'est sûr. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un genre de démon ou wrapper au-dessus, tu vois, qui permet d'intégrer Ouais, ce genre de choses, tu vois. ouais, c'est Euh, vrai. Mais on pourrait faire plein d'autres trucs, hein. Par exemple, on pourrait attacher nos clés Noster aussi dessus. Genre pour Noster, ce serait vraiment cool. Mm. Et ce serait là, pour le coup, Noster, il y a moyen d'aller plus vite, de faire un NIP en même temps enfin, de faire un NIP pour dire rotation de clés pour justement dire ouais, je commit ma clé dans une UTXO et lorsque je la dépense, ça pointe vers une nouvelle UTXO. Qui pointe vers une nouvelle clé Noster et puis les clients pourraient automatiquement switch la clé publique dans le client, tu vois. Enfin, voilà, enfin, ce serait vraiment pratique, quoi. Ça permettrait vraiment de gérer ces clés de manière un peu plus propre, quoi. Après, c'est-à-dire que les clients de Lustre ont accès à la chaîne, quoi, pour faire ça. Ouais, ouais, bah oui, par contre, il faut avoir accès Ouais, au. ce qui est tout de suite un peu plus compliqué. Bah, je sais pas, en soi, t'as pas besoin d'avoir, si c'est pour vérifier des identités publiques, t'as pas besoin d'un accès privé à une blockchain, tu vois. Tu peux très bien utiliser un nœud électrode public ou des conneries comme ça, quoi. Après, ça signale quand même que tu t'intéresses à une certaine identité. Donc bon, voilà, tu le fais à travers Tor au pire, mais c'est pas grave, y a pas, c'est pas tes fonds que tu es en train de regarder, c'est moins critique. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ou tu mets un VPN derrière ou je sais pas quoi, enfin c'est juste vérifier l'identité quoi. Après, tu me diras, à ce niveau-là, Noster est déjà pété, quoi, parce que les relais, ils voient ce que tu fais. Oui voilà, en plus a fortiori. Donc, ça changerait pas grand-chose. Ça pourrait même être les relais qui ont accès à la chaîne, et puis
transmettre Qui fournissent directement l'info, ouais, ça client pourrait soir, compléter. plutôt Ça que ce soit pourrait au niveau du carrément être. client. Tant qu'à faire que le relais soit déjà au courant de trucs, bah tant pis. Ouais, voilà, Enfin, c'est ça ça. change pas grand-chose. Ouais, clairement. Ce serait pas mal comme ça déjà. Ok. Voilà, c'est quand même ce serait quand même, moi je trouve, dans l'immédiat, c'est vraiment une application que je trouve intéressante d'RGB, sans que ce soit du trading à la con ou je sais pas quoi sur des stablecoins. Rien que de pouvoir faire du Noster propre, du PGP propre en termes de gestion d'identité, bah, c'est quand même vachement bien en fait. Moi, pour moi, c'est vraiment la première application pour qui intéresserait vraiment les bitcoiners, quoi, tu vois. Ouais, on va essayer de s'organiser un workshop et refaire tourner tout notre stack de nœuds, tout ça. Faudrait que je refasse build mes images, ce genre de trucs. Comme ça, on peut retester. Alors, prochain sujet. Plutôt Arc, plutôt Drive Chain, plutôt... qu'est-ce qu'on a vu d'autre à Riyad, sympathique? Euh, Il y a Prime aussi. Ah, Prime, putain, et j'ai toujours pas vu le replay, hein. Après, tu peux peut-être nous faire un petit résumé. Bah, vas-y, tant qu'on est sur RGB. Alors, attends, je finis de mettre de l'eau dans une bouteille. Mais globalement, Prime, donc c'est une nouvelle Layer One. Donc bon, enfin, c'est pas hyper sexy pour un Bitcoiner quand on lui dit qu'on va remplacer sa Layer One. Forcément, c'est pas ouf. Mais bon, disons que ce qui est intéressant, c'est l'exercice. En fait, Prime, c'est une Layer One pour RGB. Donc ça veut dire qu'actuellement dans RGB, on utilise la blockchain et notamment le fait qu'elle prouve l'absence d'une double dépense d'Unity XO. On l'utilise pour prouver qu'on n'a pas double dépensé des états de RGB, qu'on a fait des dépenses uniques et qu'on peut vérifier que l'unique dépense qu'on nous présente, il n'y en a pas d'autre qui existe. Enfin, voilà, on prouve l'absence. J'ai déjà dit 1000 fois, mais je le redis parce que c'est vraiment l'essentiel. Et, euh, et donc Prime, c'est une autre layer one qui essaie de se débarrasser de la notion de blockchain. Alors, il y arrive pas. Il y a quand même une chaîne. Il y a quand même des trucs qui ressemblent vachement à des blocs, mais c'est juste que c'est pas organisé en blocs, c'est organisé en arbre de Merkle dans tous les sens. Donc en fait, l'idée c'est que on va avoir donc des entêtes, comme les entêtes de blocs dans Bitcoin, qui commitent à une racine de Merkle, sauf que c'est pas un arbre de Merkle au sens classique, c'est un arbre de Merkle sparse, donc parcimonieux. Donc, je sais plus si on a déjà eu l'occasion de parler de ça, mais c'est des arbres de Merkle un arbre de Merkle sert à prouver la présence d'un truc dans un ensemble. C'est une genre de preuve compacte. C'est une manière de prouver de manière très compacte que quelque chose appartient à un ensemble qu'on a vu par le passé. Donc, on l'utilise massivement dans Utrixo, ce genre de choses. Et ça ne peut pas prouver l'absence. Et en fait, un sparse Merkle tree, lui, permet de prouver l'absence. Par contre, donc ça, je crois on en avait parlé pour les taproot assets. Dans les taproot assets, il y a un arbre de Merkle qui est en fait un arbre de Merkle sparse. Donc l'idée, c'est que quand on va faire des transactions RGB sur Prime, on va avoir un moment, on va définir un saut à usage unique. Et ce saut à usage unique, c'est un nombre qui est censé apparaître à un certain endroit. Enfin, ça correspond à un nombre qu'on commit. Et lorsqu'on va vouloir prouver que qu'on fait une dépense du saut, on va aussi prouver qu'on ne l'a pas dépensé avant. Donc, c'est-à-dire pour vous prouver que c'est la première fois que je dépense, que je ferme le saut, je révèle toutes les fois précédentes où il aurait pu être ouvert et je vous prouve qu'il n'a pas été ouvert. Donc en fait, on prouve l'absence avec des arbres de Merkle dans tous les blocs entre le moment où on a défini le saut cryptographique à usage unique et le moment où on ferme le saut cryptographique à usage unique.
Et ce saut, ça va juste correspondre à un nombre. On va révéler au moment de la dépense. On va révéler qu'on avait pris le hash de ce nombre au moment de la dépense. Et on va aussi dire, OK, ce nombre, il est censé correspondre à un 1, quelque part, à un truc qui est censé être à 1 dans un arbre de Merkle, dans cette chaîne d'arbres de Merkle qui est prime. Et c'est censé correspondre à un certain 1, à un certain endroit dans cet arbre de Merkle. Et on donne une manière comment dire, déterministe de trouver où est censé être l'objet dans l'arbre de Merkle. C'est-à-dire, ils sont ordonnés d'une certaine façon dans les feuilles de l'arbre, et on dit, bah, normalement, c'est cette feuille-là pour cet arbre-là. Et ensuite, on révèle les preuves intermédiaires et on montre que bah, notre feuille, elle est à 0 sur tous les arbres avant l'arbre de Merkle qui correspond à notre dépense. Et quand on arrive à l'arbre de Merkle qui correspond à notre dépense, ça vaut 1. Et donc ça prouve qu'on l'a dépensé. Et ces arbres de Merkle, ils sont commits, ils sont hachés et on met l'empreinte de l'arbre de Merkle dans l'entête de chaque euh, petit bloc entre guillemets de la chaîne. Et cette chaîne, cette entête de bloc, bah, tout ça c'est aussi du minage. Hein. Derrière, il y a encore des mineurs pour essayer pour maintenir pour éviter la double dépense, hein, puisqu'on n'a pas le choix d'utiliser du minage, de la preuve de travail pour faire en sorte qu'on puisse suivre la chaîne sans qu'il y ait de double dépense. Donc globalement, la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'on n'a pas besoin de vérifier toutes les transactions. Ce qu'on a besoin de vérifier, c'est l'absence de dépenses dans tous les arbres de Merkle entre le moment où une UTXO se met à exister et le moment où elle est dépensée. Et on n'a pas besoin de vérifier toutes les transactions intermédiaires. Donc du coup, ça permet d'économiser énormément en validation. Parce que ça veut dire que du coup, si tout le monde n'a pas à tout valider, eh bien on peut faire beaucoup plus de transactions par seconde sur la Layer 1 sans que ça impacte en fait la capacité à suivre le rythme des blocs qui sont émis dans les entêtes. Donc voilà l'idée. Et donc en gros, c'est la validation côté client, mais promu jusque dans le niveau de la Layer 1, parce que pour l'instant c'était quelque chose en couche Layer 2 ou Layer 3. Ben maintenant, la validation côté client en Prime, ça devient aussi de la validation côté client dans Layer 1. Donc ça veut dire on valide pas toutes les TX, on valide uniquement celles qui correspondent à nos échanges et on valide qu'elles sont bien non double dépensées dans tous les arbres intermédiaires entre le moment où On conserve nos états, toujours. et voilà, on Enfin, conserve bien sûr, on a toujours le stash qui correspond ouais. à tous nos états et c'est Et juste si que on le bah, les perd, sauts eh ben, on perd l'accès cryptographiques, à notre seed et on perd l'accès au voilà. fond, quoi. Et donc c'est important de conserver les preuves intermédiaires, c'est important de conserver toutes les preuves que dans chaque arme on n'a pas eu de dépenses. Voilà. Une chose que j'ai pas encore comprise exactement, mais que je pense que c'est juste un problème de communication, c'est que les mineurs, c'est eux qui vont créer les entêtes de blocs et qui vont euh, mettre ce qu'il y a dans les arbres, enfin qui vont regarder s'ils doivent mettre une entrée de l'arbre à 1 ou à 0. Enfin voilà, ils vont vérifier quels sont les sauts qui existent et ils vont les commit dans l'arbre. Donc ils font du minage à ce moment-là et je sais pas exactement comment ils communiquent les preuves intermédiaires aux différentes personnes. Ça, j'ai pas encore compris. Voilà. Euh, mais dans l'idée, j'ai pas. Donc pour moi, dans l'idée, je vois pas encore comment ça marche précisément. Je sais juste que la structure des données, elle est comme ça. C'est-à-dire des arbres de Merkle dans des entêtes qui sont minés. Mieux que des drive chains. Bah du coup, quand même plus performant parce que bah tout le monde n'a pas à tout valider quoi. Donc quand même, il y a des raisons de penser que c'est plus performant. Après, encore une fois, j'ai ce doute sur les preuves intermédiaires. Comment les mineurs font pour envoyer toutes les branches de Merkle à la personne qu'on a besoin. Enfin, voilà. Parce que ça peut faire beaucoup de données à envoyer. Donc, je sais pas si ça centralise la bande passante quand même. Mais c'est pas les gens qui se les envoient entre eux? Ça passe par les mineurs?
Alors, il y a théoriquement pas besoin que ce soit les mineurs qui l'envoient. Effectivement, les gens peuvent se les envoyer entre eux, mais dans ce cas-là, tu commences à mettre du poids sur les nœuds, quoi. Donc, je sais pas exactement Voilà. comment ça peut Bah, faire une économie efficace, tu vois. mais ce serait pas comme dans RGB où quand tu fais un transfert, tu transmets l'épreuve avec? Oui, oui, mais ces preuves-là, ces preuves, elles correspondent effectivement à ce qui se passe dans les arbres de Merkel. Mais tu vois, le problème, c'est que si tu veux pouvoir construire la preuve toi-même, il te faut un moment l'arbre de Merkel complet. Donc en fait, je me dis que les mineurs, à chaque fois qu'ils font une en-tête de bloc, ils vont envoyer à tout le monde. Il doit sûrement y avoir une étape où en fait les nœuds conservent tous les arbres de Merkel complets, c'est-à-dire la structure. Ils conservent pas que la racine, ils conservent bien tout l'arbre complet pendant un temps assez court, le temps de pouvoir recalculer en fait les preuves qu'ils ont besoin. Mais du coup, si tu rates un morceau, si les nœuds commencent à pruner fortement, je sais pas comment tu fais pour récupérer le truc. Enfin, j'ai peur quand même qu'il y ait une centralisation de l'archivage en fait des arbres de Merkel. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, vite fait. Il faudrait que j'aille regarder le replay de la presse de Maxime. Parce que en gros, t'as besoin tu vois, quand tu vas vouloir prouver à la personne que t'as pas dépensé ton UTXO entre guillemets, ton single use steel, que tu l'as pas cassé, que tu l'as pas fermé avant de le fermer pour la transaction à qui lui envoie de l'argent. Pour lui prouver, il va falloir lui donner toutes les preuves intermédiaires de tous les arbres de Merkel entre le moment où le saut cryptographique a été créé et le moment où il est détruit. Donc ça fait beaucoup de preuves à envoyer. Tu veux pas juste lui envoyer le dernier? Non, il faut que tu lui envoies tous ceux qui sont avant, parce que justement, sinon, tu prouves pas l'absence de double dépense. C'est genre c'est un peu le même principe que Trixo finalement. C'est tous les Alors, nœuds intermédiaires qu'il faut envoyer. ouais, mais dans Utrixo, Quand je dis nœud, c'est un nœud d'arbre, hein, évidemment. ouais, en fait, normalement, en fait, dans Utrixo, tu as besoin de nœuds bridge qui vont effectivement te donner les preuves intermédiaires, et du coup, ces nœuds bridge, ils connaissent, ils ont calculé tout l'arbre complet, et effectivement, avec tous les nœuds intermédiaires. Alors que normalement, un nœud Utrixo, il retient que la racine de Merkel. Et là, en gros, dans Prime, le problème que tu vas avoir, c'est que tu as tous ces arbres de Merkel sparses, donc qui sont principalement constitués de zéro au niveau des feuilles, mais sauf quelques-unes qui correspondent en fait aux sauts cryptographiques qui sont fermés à ce moment-là. Euh, il va falloir communiquer à toutes les personnes qui ont des sauts cryptographiques leurs preuves. Il va falloir qu'ils les récupèrent d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc il faut qu'ils aient soit accès à l'arbre, soit qu'ils aient accès au moins à leurs branches. Et donc, du coup, la question que je me pose, c'est à qui il demande ce genre de choses. Parce que si tout le monde ne valide pas tout et tout le monde ne conserve pas tout, bah, il y a des chances que tu n'aies pas accès à ça. Je crois d'ailleurs Bah, que, il part du principe que tout le monde conserve tout, non? Enfin, tout le monde bah ouais, conserve mais tous ce ses serait trucs. surprenant. Tout le monde Ce conserve serait, tous ses trucs, plutôt. ça, oui, mais ça, Et que après, tout le monde conserve ses choses, oui, mais du coup, conserver ses choses à soi, ça suffira pas aux autres pour leur permettre de trouver leur, les infos que eux cherchent. En fait, je pense que ah, c'est ok, une j'ai capté ce que tu voulais dire. Voilà, en fait, je pense que c'est une des critiques qui a été faite dès le départ par Peter Todd à Maxime sur ça. C'est que justement, il n'y a aucune incitation à conserver, à distribuer les arbres de Merkel aux gens qui en ont besoin, surtout dans un temps long. C'est-à-dire, sur le moment, le mineur, il mine son en-tête et pour prouver qu'il a miné une en-tête valide, il va distribuer l'arbre de Merkel. Donc pendant un temps assez court, effectivement, tout le réseau va voir passer un arbre de Merkel complet et il va pouvoir mettre à jour ses preuves. Mais imagine, toi, tu as éteint ton ERGB à ce moment-là. Bah du coup, si tu le rallumes et que tu dois resynchroniser sur Prime, bah du coup, il va falloir aller chercher les infos, quoi. Et donc à qui tu les demandes? Et comment? Alors peut-être qu'après, Maxime, il comptait sur Storm, notamment, tu vois, les trucs Storm pour demander des données en échange d'un paiement. Peut-être qu'il misait là-dessus. Donc en gros, dire tu vas payer pour récupérer les preuves que t'as pas récupérées à temps.
pour pouvoir transférer tes assets. Mais je pense qu'une des premières critiques qu'a fait Peter Todd à la proposition de Maxime, c'est justement un problème de ce qu'on appellerait la data availability, quoi. Il y a, il y a aucune garantie que les gens vont pouvoir fournir les arbres comme ça, sans censure, quoi. Donc bon, ça scale bien ça scale vachement bien parce que c'est de la validation côté client, mais le problème du stockage revient, quoi. Du coup, tu redeviens limité par le stockage finalement. Ouais, bah oui, c'est toujours le même. Ouais. C'est bizarre, hein, je sais pas exactement. Mais c'est pas vraiment un problème de stockage, mais c'est plus un problème de bah Bah, tu on sais pas pourrait si lui tu vas pouvoir demander, hein. valider les trucs, quoi. On pourrait lui Mais demander. il faudra lui demander, ouais. Et donc ouais, les sparse Merkle Tree, on avait vu ça dans Tarot, enfin, tout ce qui est Taproot Asset, parce que il y a Ça passe. globalement le tapas maintenant, voilà. Parce que globalement, le seul truc un peu innovant qu'ils avaient présenté dans Tarot par rapport à RGB, c'est ce qu'ils appelaient le Merkle Sparse Merkle Sum Tree ou Sparse Sum Merkle Tree, ouais, où c'était globalement un arbre de Merkle sparse, donc c'est-à-dire un arbre de Merkle où on sait ce que l'on cherche, on sait qu'il est à quel endroit il est censé être, et que du coup, s'il y est pas, bah ça prouve qu'il est pas dans l'ensemble en question, donc ça permet la preuve de l'absence. Et donc là, c'était en gros des coins, oui, on sait où elles sont censées être. Et en plus de ça, là, on va sommer les quantités en remontant l'arbre de Merkle et ça permet de prouver qu'il n'y a pas d'inflation. Enfin, voilà, c'était une sorte de proof of reserve, mais version un peu trustless, sur lequel se base l'asset littéralement. Mais bon, c'était pas une idée terrible, hein. C'était juste pour faire genre qu'ils ont inventé quelque chose de nouveau. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu moi au moment où j'ai vu ça. Et c'était la dernière fois qu'on avait parlé de Sparse Merkle Tree. Est-ce qu'il n'y a pas des questions un petit peu dans les auditeurs? Même si vous avez des questions sur les précédents. Je ne sais pas si vous voulez vous relancer sur les drive chains ou pas. Je suis un peu fatigué la chaîne, mais après, si le peuple en demande, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai recreusé le truc au cas où, donc s'il y a des questions des auditeurs là-dessus, n'hésitez pas. Entre la dernière fois où on en a parlé et aujourd'hui, là, j'ai bien creusé. Je suis passé de contre à pour à de nouveau contre. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? L'argument d'Adam. Ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, j'ai regardé un peu la conférence, là, ils en parlaient. Il y avait à Riga, il y avait, dans la conférence, il y avait Maxime, il y avait le créateur de Arc, il y avait Bach et Drija. Non, Un c'était pas beau le panel. créateur, c'est Steven, c'est pas le créateur, c'est juste un mec qui s'intéresse à Ark. Ah, ok, ok. Le blond? Ouais, ouais, Steven Roos. Ok, bah, je croyais que c'était. Non, non, Comment il s'appelle, son pseudo? c'est Burak, le mec qui a fait. Ouais, Burak, bah, je croyais que c'était son pseudo en fait. Non? Non, non. Ok, Non, il ok. s'appelle vraiment Burak. Ok. Ouais, voilà. Non, c'était l'argument de Bach, c'était en gros de dire que, qu'il y avait une sorte de. S'il y a une drive chain qui prend trop de poids et que les mineurs après veulent voler les fonds de cette drive chain ou de toutes les drive chains finalement, bah en fait ça va impacter les utilisateurs de la L1 même s'ils sont pas sur les drive chains parce qu'on va leur demander de faire une soft fork, on va leur demander de faire un UASF, donc de prendre des risques, alors que eux finalement ils s'en foutent des drive chains et que sur Bitcoin en lui-même il se sera rien passé finalement. Donc en fait le modèle de sécurité c'est ce que disait Ludovic Clark aussi que j'avais pas compris au début. C'est en gros le modèle de sécurité, on te dit que ça repose sur les mineurs, mais in fine, si ce sont les mineurs les attaquants, ben, ils peuvent pas défendre et en même temps Ouais, attaquer. ça repose sur les mineurs quand tout se passe bien et qu'ils font leur Voilà, boulot, quoi.
Voilà. Mais sinon, in fine, ça repose sur la capacité des nœuds sur la L1 à appliquer un USF ou un soft fork si jamais ça part en cacahuète sur les sidechains, quoi. Sur le peg-out, du coup. C'est marrant Et que ce soit l'argument de Bach qui te fasse passer dans le camp du contre alors que lui il était ouais, plutôt pour. ouais. Bon, après, il émet quand même des critiques. Il est pas non plus caricatural. Mais ouais, c'est lui qui a dit ça dans la conférence. Euh, Après, qui était un peu intéressant, il y a Drija qui a commencé à expliquer en quoi le modèle de sécurité, en fait, il n'était pas du tout équivalent sur une sidechain et sur Bitcoin, parce que c'est ce que disent les pro drive chain. C'est en gros, ouais, mais pour piquer les fonds de la drive chain, il faut plus 51% pendant 6 mois, euh, ou moins si tu as plus de 51%, mais minimum 3 mois, quoi. Et en fait, sur Bitcoin, si tu as plus de 51%, c'est attaque à 51%, et donc c'est la fin du monde. Tout ça. Ouais, et du coup, Drija, il a expliqué en quoi c'était pas du tout la même difficulté euh, de mener ce genre d'attaque, que ce soit sur les drive chains ou sur Bitcoin. C'est bien plus dur sur Bitcoin, et surtout les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Parce que les conséquences sur la drive chain d'une attaque 51%, c'est le vol de l'intégralité des fonds sur un peg-out, sur un retrait. Et sur Bitcoin, bon, c'est plutôt de la censure. Et puis après, il peut y avoir de la double dépense, mais c'est pas sur tout le monde, quoi. Et voilà, du coup, Drija, il disait ça, et c'était assez marrant parce que du coup, Bach lui a répondu juste après et il lui a expliqué en quoi Lightning, en fait, c'était limite pire que les drive chains sur ce plan-là. Si Ouais, tu imagines, c'était un moment intéressant de la conf, ça. Parce qu'effectivement, sur Lightning, tu dépends des time locks et si les mineurs ils censurent, ben en fait, tu peux te faire voler les fonds s'ils collaborent avec des nœuds qui se mettent à tricher, du coup. du coup, c'est assez marrant de se dire que finalement, des bitcoins sur des potentiels drive chains seraient plus sécurisés que des bitcoins sur Lightning. Disons que c'est pas le même modèle de sécurité, quoi. Mais je vois pas trop en quoi c'est pire parce que sur la drive chain, il peut voler les fonds de tout le monde qui est sur la drive chain en question. Sur Lightning, ça serait plus des attaques ciblées, sauf si on suppose qu'on a des gros hubs qui ont des canaux avec tout le monde, ce qui n'est pas non plus une supposition folle, hein, je suis d'accord. Mais ce serait ça le modèle de menace, s'il y a un gros hub qui a plein de connexions, qui s'allie avec les mineurs et qui vole les fonds de tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir des A5 ou des gros nœuds qui se mettent d'accord avec les mineurs, on partage les gains, enfin, j'en sais rien, mais ouais, c'est vrai, t'as raison de souligner ça, parce que les conséquences sont pas les mêmes. Même si la difficulté de mener ça est peut-être plus simple du point de vue de Lightning que du point de vue des drive chains, les conséquences sont moins graves sur Lightning, potentiellement. Sinon, après, sur les drive chains, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que t'as pas besoin de 51% de la puissance de minage pour pouvoir commencer à censurer des withdraws. Tu peux déjà te mettre à censurer des withdraws avec 25% parce que le système de vote dans les drive chains, c'est un système de vote d'approbation ou de désapprobation. Et si tu désapprouves, c'est moins un vote. Donc avec 25% comme il faut la moitié des votes, faut 50% d'approbation. Donc si tu en as 25% qui désapprouvent systématiquement les withdraws, eh bien du coup, tu peux pas avec 50% d'approbation, tu peux pas atteindre, tu peux pas, enfin même avec 75% d'approbation, tu peux pas atteindre les 50% d'approbation nette parce que les 25% restants, et ils diminuent de moitié, enfin ils font -1 sur tous les votes. Et donc tu n'obtiens pas 50% de vote. Donc en fait, tu peux déjà avec 25% de la puissance, tu peux déjà censurer la drive chain. Donc l'équivalent de la 51% sur le Bitcoin sur une drive chain, c'est juste 25% en fait. C'est peut-être une erreur de conception, hein. Je sais pas si c'est vraiment résolvable. Je sais pas pourquoi ils auraient mis un T'es sûr qu'il y système. a un -1 sur le. Il me Ouais, semblait ouais. que c'était genre, tu avais plusieurs retraits et en gros, ils votaient à chaque bloc pour le retrait qui leur convient bien, quoi. En fait, ils votent pour tous les retraits en même temps, mais Ok, ils peuvent approuver ou désapprouver.
Donc je crois qu'il y a bien un -1. Faudrait que je relise, mais je pense qu'il y a bien un -1. Je me rappelle d'un truc comme ça. Donc en fait, ils peuvent déjà censurer le fonctionnement d'un drive chain quelque part. Et donc potentiellement la tuer parce que Ah bah s'il y a s'ils plus de bloquent les fonds payout, ouais, bah s'il y a il plus y de a payout, potentiellement plus de valeur. bah ça dépend. Ça dépend. Je veux dire, il y a bien des blockchains qui n'ont aucun payout par rapport à Bitcoin qui arrivent quand même à survivre. Donc tu sais, je sais pas. Liquid. Non, mais qui n'ont pas de jetons qui répliquent la valeur de Bitcoin. Ouais, non. Par contre, le jeton en général, c'est genre le jeton qui permet de payer les fees sur la sidechain, des choses comme ça, ouais. Sur la blockchain même d'ailleurs, parce que finalement. Mais là, tu bloques juste le payout. On peut imaginer que les mecs, ils y croient tellement que qu'ils continuent à échanger sur leur drive chain avec la parité par rapport à la valeur Il y en a qui vont dire que initiale. c'est les soldes et ils seraient capables de racheter en se disant que de toute façon les payouts vont se débloquer. Donc oui, je sais Mais pas. est-ce que ça peut pas être soutenu, là, je sais pas, parce qu'on rentre plutôt dans des mécanismes économiques, mais est-ce que ça peut pas être soutenu par uniquement le marché secondaire si tu arrives à un truc comme ça? C'est-à-dire, par exemple, la sidechain liquide, c'est un peu pareil, c'est pas le même mécanisme, mais en termes de valeur, c'est pareil. Tu as le LBTC, ben, si d'un coup le multisignature qui débloque les vrais bitcoins ne fonctionne plus, est-ce que uniquement le marché secondaire avec des atomic swap, tout ça, il permettrait de soutenir la valeur du LBTC ou pas? Ça dépend si les gens font de l'arbitrage. Bah, en fait, il faut qu'il y ait une demande intrinsèque pour le LBTC. S'il y a une demande intrinsèque pour du LBTC, il y a moyen que la valeur parte pas complètement à zéro. Mais bon, je pense que tu as forcément un gros dump, ça c'est sûr. Après, savoir s'il est de 50%, 99%, 99,99999%, c'est compliqué, quoi. Et théoriquement, oui, tu pourrais très bien avoir des choses qui vivent indépendamment les unes des autres. Mais pour ça, il faut que le LBTC ait une demande intrinsèque, quoi. Il faut que les gens se disent, bah oui, je vais utiliser du LBTC alors que potentiellement il vaut plus rien en termes de BTC, mais c'est parce que j'ai une raison de le faire. Et j'en profite pour prendre un discount sur le prix du LBTC. Voilà. Donc après la question Ouais. de combien de discount t'acceptes. Voilà. Mais tu as besoin d'une demande intrinsèque, tu vois. Genre t'as besoin vraiment que les gens, il y ait une utilité fondamentale au LBTC qui justifie qu'ils vont acheter du LBTC alors que on peut plus, que sa valeur n'est plus raccrochée à celle de Bitcoin, que c'est une Et dans ce cas, fédération. ça dépègue. À la hausse ou à la Ça va, baisse, mais ça dépègue. ça va surtout dépeg à la baisse, ça peut pas dépeg à la hausse parce que tu as toujours la possibilité de peg in des bitcoins. Donc ça ne peut pas aller plus haut. Ça va forcément être plus bas en termes de prix. Mais après, la question c'est combien? Et ça peut ne pas valoir zéro, comme ça peut valoir zéro. Ouais, mais Sur en le fait, cas je de viens de penser, Bitcoin, mais les ouais. mecs du marché secondaire, en fait, ils vont juste arrêter. Si c'est du secondaire, genre Atomic Swap, un peu plus trustless, bah, il y aura plus personne, il n'y aura plus aucun individu qui sera prêt à échanger des vrais bitcoins contre du LBTC, Ah bah tout en oui, bien sachant sûr. qu'il pourra plus repasser par le marché primaire pour redescendre. Et les entreprises qui proposent ça, bah, ils vont juste arrêter pareil, parce qu'ils vont pas juste échanger du bitcoin contre du LBTC en sachant qu'ils pourront plus revenir par le marché primaire. En Donc ça fait, va chuter, quoi. t'as quand même, tu casses quand même tout l'arbitrage qui existait pour stabiliser le prix. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les émissions de Tether du SDT. Tu vois, ce qui fait que le Tether vaut toujours 1 $, c'est le fait que si jamais le prix passe légèrement au-dessus de 1 $, il y en a plein qui vont se mettre à prendre des dollars, les transformer en USDT et les vendre. Et donc c'est le simple fait que cette chose puisse exister fait que les gens ont déjà une sorte d'anticipation qui font que de base ils vont pas tolérer des très gros écarts avec la valeur fixe de 1 $. Donc ici ce sera un BTC pour un LBTC. Mais effectivement si tu casses le mécanisme qui permettait l'arbitrage sans risque, parce que c'est ça qui fait que tu as toujours des gens qui viennent pour échanger des LBTC en BTC et inversement. Si tu n'as plus ce système d'arbitrage sans risque,
bah du coup, il y a un moment, ça peut tenir un petit peu, mais ça peut pas tenir très longtemps et ça va casser assez rapidement dès qu'il y a une petite fluctuation d'offre et de demande, quoi. Et à partir du moment où ça casse, bah comme les gens voient bien que ça dépègue, ils perdent confiance dans le truc et là ça dump, quoi. Ça va très vite. Donc potentiellement, tu peux tuer une drive chain avec 25% de la puissance de calcul. Bah, je sais pas, parce que après les gens vont, comme je te dis, il va y avoir des anticipations. Il y a des gens qui vont se dire, ok, il y a une attaque actuellement, mais peut-être que cette attaque va s'arrêter, parce que c'est pas non plus comme si tu tuais vraiment la drive chain. La seule chose que tu fais, c'est que tu bloques les withdraws. Mais si les mineurs arrêtent de désapprouver les withdraws pour une raison X ou Y, eh bien les withdraws peuvent reprendre, tu vois. Et du coup, tu peux avoir des gens qui anticipent le fait que, bah, je sais pas, par exemple, dans 6 mois, ils anticipent le fait que les withdraws vont reprendre. Donc, ils en profitent pour acheter à prix bas pendant que la majorité panique, parce que eux, ils sont prêts à prendre 6 mois. Et après, ils attendent 6 mois, et au bout de 6 mois, il y a les withdraws qui reviennent, et dans ce cas-là, ils font une énorme plus-value, tu vois. Mais c'est possible aussi que bah, le withdraw, il n'arrive pas. Enfin voilà, c'est un pari sur l'avenir. Donc en fait, ça dépend fortement de la probabilité que ton withdraw il revienne et notamment de la probabilité en fonction du temps qu'il va falloir attendre pour que les withdraws reviennent. Et si on sait que ça ne reviendra jamais, bah dans ce cas-là, effectivement, c'est censé valoir zéro, quoi. Donc il va y avoir un peu de spéculation qui va tenir le truc, et puis après, ça va valoir zéro, quoi. Mais tu vois, faut quand même se dire que c'est maintenir une attaque. C'est comme dans l'attaque à 51% dans Bitcoin, quoi. C'est je censure les transactions, mais il faut maintenir l'attaque, il faut consommer de l'énergie pour ça. Dans le cas des mineurs, là, bon, c'est si une fois que la drive chain est détruite, le truc c'est que c'est facile de maintenir l'attaque parce que le seul coût à payer pour continuer de censurer une drive chain, c'est bah, de faire comme d'habitude, sauf qu'on en profite pour désapprouver la drive chain. Donc ça leur coûte rien. Il n'y a pas de coût marginal. Il n'y a pas de coût marginal à bloquer une drive chain pour le mineur. Alors que sur Bitcoin, si les mineurs font une attaque à 51%, bah, il y a un coût à maintenir son attaque. Donc Je après, suis voilà. pas forcément d'accord. Parce que je pense qu'il faut imaginer que déjà tu perds les frais supplémentaires que tu allais choper sur la drive chain. Donc il y a bien un coût marginal. Bah non, parce que il y a pas de frais il y a pas de frais à gagner lorsque tu votes. Ça te rapporte pas des frais de voter. Ce qui te rapporte, c'est le merge mining. C'est autre chose. Ça n'a rien à Oui, voir. pardon, ouais, tu as raison. Ouais, et ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en fait, parce que c'est complètement différent du two-way peg. Exactement. Ouais, non, tu as raison, alors ouais, il n'y a pas de coût. Donc Et il y a puis vraiment le pool aucun pourrait coût le faire marginal. facilement, là. Bah oui, c'est Foundry, pour ils ça sont à plus de que 25, je pense. bah oui, si Fonderie, ils peuvent décider si une drive chain existe ou pas. Ils ont un droit de veto. Voilà. Après, Et c'est pas après, sûr que les mecs qui pas sûr restent qu'ils- connectés à Foundry, si, Oui, s'ils voilà. voient qu'ils... Enfin, Ouais, je c'est sais après, pas. actuellement ils ont un droit de veto. Ce serait un fait, mais bon, c'est une réalité alternative où les drive chains existent déjà. Et après, ça veut pas dire qu'ils vont l'utiliser, quoi. Voilà, c'est comme tout, quoi. C'est dommage parce que c'était sexy quand même, hein. Je sais pas, perso, moi je trouve que c'est quand même assez lourd de mettre tout un système de messages à interpréter et qui ensuite servent juste à valider une TX avec un certain opcode, tout ça pour pouvoir mettre des jetons qui ont la valeur de Bitcoin sur d'autres chaînes, quoi. Moi je trouve ça relativement limité comme utilité quand même. J'aime bien parce que... Par contre, Ouais, vas-y. ouais, non, désolé. C'est juste, ça c'est un truc qui m'est venu à l'esprit là par rapport à ce que vous disiez juste avant sur les poules de minage 25%. Si on regarde cette partie-là dans l'autre sens, on peut se demander si, en imaginant qu'il y a les drive chains, ça fait pas une incentive de plus pour la décentralisation, où les utilisateurs de drive chain sont incentivés à peut-être éventuellement même devenir des mineurs pour faire en sorte que personne ne contrôle 25% du hash rate.
On pourrait le voir comme ça aussi. Alors après, bon, je sais pas du tout, c'est vraiment très, très, très théorique, mais Bah, ça peut faire c'est un vrai, incentive de plus. c'est vrai, mais le problème, c'est que ce raisonnement, il n'est valide que si on se dit que bah, les personnes qui veulent des drive chains et qui veulent les faire tourner sont capables d'atteindre 75% de la puissance de minage. Parce que s'ils atteignent ne serait-ce que 74%, bah, il y a 26% du hash rate qui reste, qui lui peut décider que les drive chains n'ont pas existé, quoi. Et du coup, ils sont surtout du withdraw. Donc c'est vrai, mais le truc, c'est enfin après, je vois ça un peu comme une question d'intérêt marginal, c'est-à-dire que si t'es un petit si tu fais un peu de minage de Bitcoin, même si tu pèses rien, le peu que tu fais, il te rapporte un petit quelque chose et il contribue un petit quelque chose au consensus. Tu vois, c'est marginal, mais il y a un petit quelque chose qui est proportionnel à la taille que tu occupes, quoi. Dans le cas des drive chains, le problème, c'est que même si tu fais un gros effort pour essayer de faire marcher ta drive chain alors qu'elle est actuellement en train d'être censurée, même si tu fais un gros effort de faire du minage, tant que tu n'atteins pas les 75% de proportion avec les autres, bah ton effort il sert à rien. C'est genre intérêt marginal nul. Genre vraiment, ça ne sert à rien, quoi. C'est juste, t'es juste en train de cramer de l'argent, potentiellement gagner du Bitcoin derrière, tant mieux, mais t'es pas en train, enfin, si tu le fais à perte, vraiment, c'est pas le fait que la drive chain tourne qui te fait gagner de l'argent. Il faut réussir, faut faire la question, c'est une option binaire, entre guillemets, entre est-ce que les gens qui feraient tourner qui mineraient pour pouvoir faire tourner une drive chain arrivent à atteindre les 75%. Si oui, ok, sinon, ça sert à rien. Donc c'est là que c'est compliqué, quoi. Ah, vraiment, le problème, il vient d'abord du fait que voter sur une drive chain pour un mineur, ça n'a aucun coût marginal, quoi. C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Et ça lui rapporte rien et c'est complètement gratuit. Donc pourquoi est-ce qu'il ferait pas du chantage en bloquant tous les withdraws, sauf ceux qui lui permettent de récupérer de l'argent, quoi. Voilà. C'est ça le problème aussi. Ok, bon bah les drive chains, je m'étais en dépit de tout le bruit qu'il y a ces dernières semaines dessus, j'avais réussi à esquiver le sujet. Mais bon, vous m'avez convaincu que j'avais bien fait de pas m'y intéresser jusqu'à maintenant, hein, finalement. Ce qui m'a fait rire, c'est que là, tu sais, la conf dont tu as parlé, Loïc, à la fin, ils ont quand même demandé à tout le monde qu'est-ce qu'ils verraient comme prochaine soft fork. Et tout le monde a en gros répondu les Covenants, en fait. Tout le monde a répondu qu'en gros, il faudrait quelque chose du type Covenant, et y compris Adam Back, du coup, qui était le pro drive chain de la table. Il était aussi d'accord sur le fait qu'il faut des Covenants. Donc bon, on Et, parle. Maxime, je crois, il a pas répondu. Oui, Maxime, il a répondu qu'il fallait arrêter de faire des blockchains et qu'il fallait utiliser Prime. Voilà, merci Maxime. C'est un peu Maxime qui te dit qu'il faut arrêter d'utiliser du Rust asynchrone ou Maxime qui te dit qu'il faut arrêter de faire je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est du Noster parce que Noster D'ailleurs, c'est pas bien. marrant, mais à Riga, j'ai eu l'impression que tout le monde était contre ou du moins pas pour les drive chains. Tous ceux avec qui, tous ceux que j'ai entendus, avec qui j'ai discuté, tout ça. Et là, Paul, il est à table conf et il dit il y a plein de gens pour. Bon, je sais pas d'où il les sort, ces gens pour, mais Bah, disons que à Riga, il n'y en avait pas, quoi. c'est le biais de confirmation quoi. Il est là, donc les gens qui voient, ce sont des gens qui sont d'accord avec lui. C'est normal quoi. Mais en tout cas, c'est marrant que ça. J'ai l'impression que le fait que. Enfin, je crois que c'est la fenêtre d'Overton qui s'appelle ce truc. J'ai l'impression qu'avec le nouveau truc que personne ne veut, qui sont les drive chains, ça rend les covenants plus acceptables et il y a des gens qui sont prêts à faire une sorte de compromis un peu où ils disent bah s'il faut apaiser les soft forkers qui veulent absolument faire quelque chose, autant que ce soit des covenants. Alors, je sais pas si c'est super que ça marche comme ça, mais j'ai l'impression que c'est la dynamique d'après ce que vous dites. Ouais, parce que CTV, il y a 6 mois, il y avait tout le monde qui était contre. Enfin, contre la méthode d'activation surtout, mais quand Oui, même. surtout contre ça, je pense.
Je pense aussi que, enfin moi c'est un truc que je disais aussi pas mal à Riga aux gens avec qui je discutais, c'est que je pense que Jérémy Rubin en fait il a fait un énorme taf, mais vraiment énorme, de montrer plein de cas d'usage de CTV. Donc il y a vraiment, il a créé un truc qui s'appelle Sapio par exemple pour programmer des scripts avec CTV. Enfin vraiment il a fait Sapio, ça ressemble un peu à Miniscript, mais c'est équivalent de Miniscript mais adapté pour CTV en gros. Il a fait tout plein de théories sur qu'est-ce que tu peux faire avec CTV, les trucs d'expulsion, machin, tout ça. Et en fait, je pense que ce qu'il a manqué, c'est que il a pas assez présenté le fait que ça permet de faire du scaling. Et en fait, ce qui a changé entre les 6 derniers mois, c'est qu'il y a eu Arc qui a juste dit, mais au fait, si on a CTV, regardez, on peut scale des trucs, quoi. Et du coup, les gens se sont dit, ah bah d'accord, ah bah du coup c'est intéressant. Et du coup, voilà, les gens maintenant ils sont pro CTV, tu vois. Mais mais je pense que voilà, c'est juste que Jérémy il a voulu pousser à un moment parce que ça faisait quand tu regardes, quand a posteriori je regarde tout le boulot qu'il a fait, je me dis putain c'est vrai qu'il avait énormément taffé quoi. Genre il avait vraiment beaucoup bossé son truc. Et à un moment, il a un peu poussé parce que bah, il en avait peut-être un peu marre, tu vois, ce que je comprends, parce qu'après tant d'années à avoir bossé sur son truc et avoir fait un gros taf de montrer toutes les applications, bah, les gens ils étaient toujours pas chauds, quoi. Et, euh, et je pense qu'en fait, ce qui lui manquait, c'est juste de montrer que ça permettait de scale, quoi. Et peut-être qu'il n'avait pas eu l'idée à l'époque, je sais pas, mais justement, Arc, bah, ça marche bien pour ça, quoi. Donc, dommage, mais bon, après. Si on avait Dommage de l'avoir perdu, quoi. si on avait le BIP 300, il aurait déjà pu lancer son CTV sur une drive chain et le tester face au marché pour voir un petit peu comment ça se passait, quoi. Sans embêter les gens à soft fork sur la L1. Il a Bah pas oui, même ça, son il y a- site est déjà sur Inquisition. Il le voilà, teste c'est maintenant. ça. Il y a déjà Bitcoin Inquisition pour ça, quoi. Oui, il n'y a pas de valeur de marché dessus. Ok, bon. Est-ce que c'est vraiment ça le truc, quoi? Je pense que ce qui se profile, ça, je me demande si on va pas avoir une soft fork qui fait les deux en même temps, Any Prevost et CTV. Il commence à y avoir des choses qui se dessinent dans ce sens-là. Bon, il y a quand même plus de chances que ce soit CTV qui passe en premier, s'il devait y en avoir un qui passe en premier, je pense. Il y a le code qui est prêt, il y a tout qui est quasiment prêt, quoi. Bon, vous avez un autre sujet ou alors on va dormir? S'il y a des questions, n'hésitez pas à monter. Il y a quelqu'un qui demande si on sera au Be Only à Annecy. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore prévu d'y aller. Et bon, je sais pas trop pour l'instant. Moi, je pense. Moi Je- aussi. Ok. Nice. Ok, bah si Fanny s'y est, j'y suis à 100%. Ouais, voilà, comme ça, c'est fait. Moi, je sais pas. Franchement, j'hésitais. Je sais pas. Ouais, Parce c'est qu'après, pas on peut très loin pas de tout chez vous, faire non plus. Annecy. Ouais, non, non, ouais, ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il faut travailler des fois. Qu'on C'est le peut pas être en conf week-end. toute l'année. Ah, c'est le week-end? Ouais, bon, je C'est travaille le vendredi, week-end samedi, normalement aussi. dimanche. Ouais, ok, bah, pourquoi pas, ouais, je vais regarder. C'est combien? C'est comme le BEF, je crois. C'est le 200 balles pour 3 jours avec bouffe et logement. Ah, logement aussi? C'est le même format que le BEF. Je sais plus, t'étais là au BEF, Loïc? Bah ouais, ouais, bien sûr, j'étais là. Ok, Sympa. bah, On était pas beaucoup en plus. Non, ouais, j'étais en PLS, j'avais pris des coups de soleil de partout. C'était la première fois de l'année que je sortais de ma grotte. Et en plus, il y avait les pollens là-bas, c'était violent. J'étais pas bien. C'est pour ça que je suis rentré un peu plus tôt du coup.
Enfin bref, ce sera comme le BEF. Ok, bah c'est cool. C'est cool en tout cas qu'il y ait des petits événements comme ça qui s'organisent, pas Ouais, bah, uniquement carrément. des grosses confs. Et, et je pense que c'est important d'y aller pour montrer qu'il y a du monde, quoi. Parce que s'il organise son truc, qu'au final, il y a que 40 personnes qui viennent, c'est un peu la loose et ça encourage pas d'autres gens à faire la même. Donc je pense que c'est un peu, je pense qu'il faut y aller pour ça. Surtout que c'est les premiers. Ce serait bien que ça lance un peu une lignée de conférences, enfin de conférences un peu auto-organisées. Ce serait vachement bien. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il faut y aller, pour supporter ça. Dijon qui nous dit qu'il fera le son à Annecy, comme il l'a fait pour le BEF, je crois. Nice. Il y a Ah, qui en et speaker? C'est déjà annoncé? non, je crois que Gilles a dit qu'il en faisait un. Il y a moyen que moi je fasse un talk aussi, je sais pas sur quoi. Ou une discussion, je sais pas trop. Moi, normalement, j'en fais un aussi. D'ailleurs, faut que je pense à lui filer le titre. Mais Nice. normalement. Donc bon voilà, ce sera des plebs français comme d'hab, les mêmes têtes quoi. Bon, il y a Marco qui demande des explications sur Arc, mais bon, je sais pas, vu l'heure, est-ce qu'on fait pas ça pendant un de nos Space Covenant, histoire que... On pourrait faire ça dans le Space Covenant, dans les applications, genre. Parce que c'est quand même une belle application, enfin, les Ouais, trucs. ça fait un beau cas d'usage. Et on pourra linker les slides, du coup, du gars, là. Avec les beaux schémas, ouais. Enfin Avec des les petits schémas sur Arc schémas, qui expliquent bien. voilà, enfin des schémas explicatifs. Le- Vraiment. pour ceux qui sont là, allez sur roose.io/presentations. Roose, roose.io. Et il y a juste cette présentation-là, la présentation d'Arc. Je vais vous mettre le lien, peut-être ce sera plus simple. Roose.io/presentation understanding Arc. Et rien à voir, mais je viens de voir que Mulvad faisait un partenariat avec Telescale pour que depuis l'application Telescale, tu puisses utiliser des serveurs WireGuard de Mulvad comme Exit Node. Donc du coup, pouvoir utiliser les deux en même temps. Et ça c'est nice. C'est un Et peu ce sans, que je payer- fais. et sans payer Mulvad, je crois que c'est inclus dans Telescale. Ouais, il y a moyen que ce soit ça. Moi j'ai ça avec mon WireGuard chelou. Ouais, c'est cool. Hmm. C'est cool, ouais. Ouais, je connaissais pas Tailscale, je suis en train de regarder. Ça a l'air cool. Ah, c'est vachement pratique, ouais. Bon, en fait, c'est un joli wrapper autour de WireGuard. T'as ton compte, tu connectes tes appareils dessus, tu peux. T'as ton VPN, t'as ton VPN à toi. Et NetBird, là, j'ai vu que tu m'avais parlé de ça, là. Tu m'avais envoyé un truc sur NetBird. J'ai l'impression que c'est très proche aussi, mais je sais pas Ouais, j'ai pas encore plus bien. regardé que ça et je me suis rendu compte après que c'était une pub que Twitter me faisait. Ouais, Je j'ai. mets les deux pieds dedans. Ouais, t'as mis deux pieds dedans, mais en fait, c'était un truc, c'était Wire Trusty ou un truc comme ça, le nom du truc avant. Et j'ai l'impression que c'est un genre de réseau de pair, mais j'ai pas bien compris par rapport à un Mixnet et tout. Enfin, je comprends pas forcément très bien les applications de WireGuard en pair à pair. Tu vois, genre par exemple Tailscale, il faudrait aussi que je regarde un peu la structure comment c'est fichu en termes de réseau, parce que je comprends pas très bien. Bon, bah nickel, hein, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là et puis on se garde Arc pour le Space Covenant. Je pense que si on reste sur notre lancée, il y a moins que la semaine prochaine on fasse sur les méthodes d'activation avant de parler des Covenants. Ça peut être intéressant et comme ça, ce sera dans la continuité. Et puis la semaine d'après, ça sera les Açores. Je sais pas encore si on en fait un ou alors si on décide de le skip. Mais en tout cas, l'épisode d'après, on fera sûrement sur les Covenants, si ça vous va. Yes. Chaud. Noise.
Bon, et ben, bonne soirée à tous, hein. Merci d'avoir participé, d'avoir écouté. Loïc, Fanny, Sosten, Ponta, Marco pour les questions et les autres. Et voilà, hein, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Puis à la semaine prochaine. Merci à Ah, et tous. il n'y a pas une Ouais. histoire qu'on reprend l'entonnoir dimanche? Si, Ah. je crois, Ah, normalement. le retour de l'entonnoir dimanche à 18h. Retour. L'entonnoir, il est là. C'est la rentrée, on arrête de se branler et puis on relance le podcast. Allez, ça bosse là. Si Satoshi le veut. Voilà. Ouais, j'espère qu'il voudra bien. Il y a toute l'équipe. Et ben, figure-toi même que c'est Guillaume qui insiste pour qu'on le fasse. Donc je sais pas ce qu'il lui a pris, ce qu'il lui prend, mais on va l'écouter. Oh là là. Oh là là, il a des choses à nous dire. Ok. Bon bah, et bonne Et soirée ben, tout voilà, le Je monde. serai présent Rendez-vous dimanche à pour 18h, écouter. l'entonnoir 2022. Super. Ouais. Bonne nouvelle. Et voilà. Salut Allez, tout le monde. Bonne nuit. Bisous, Ciao, bonne merci. soirée. tout le monde. Merci à Ciao. tous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!